Alors Yasser Arafat, un nom que tout le monde connaît. Pour certains, c'est un héros, un libérateur. Pour d'autres, un terroriste. Il a reçu le prix Nobel de la paix, mais il a aussi été un chef de guérilla. C'est sans doute l'une des figures les plus complexes et oui, les plus controversées du XXe siècle. Son nom seul évoque des décennies de conflits, d'espoir, de tragédies. En fait, sa vie se confond avec l'histoire de la lutte nationale palestinienne. C'est un parcours qui l'a mené des camps de réfugiés jusqu'au plus haut sommet de la diplomatie mondiale. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble cet héritage qui, même des années après sa mort, continue de façonner le Proche-Orient. Cette phrase, il la prononce devant les Nations Unies en 1974 et elle est restée célèbre. Et pour cause, elle résume absolument tout. C'est la dualité qui a défini toute sa vie. D'un côté, le rameau d'olivier, le symbole de la paix, de l'autre, le fusil du combattant. Il a constamment navigué entre ces deux pôles, la lutte armée et la diplomatie, la révolution et la construction d'un État. C'est cette tension permanente qui rend son histoire si fascinante et si controversée. Pour bien comprendre ce parcours, on va suivre 5 grandes étapes. D'abord, on va se demander qui était vraiment cet homme aux multiples facettes. Ensuite, on verra comment le militant est né. Puis, sa transition, assez spectaculaire, de la lutte armée à la diplomatie. Après ça, ses années au pouvoir, entre espoir et isolement. Et pour finir, on s'attaquera à son héritage, marqué par de grosses controverses sur sa fortune et les mystères autour de sa mort. Allez, on commence tout de suite avec le premier point. Un leader, plusieurs visages. Arafat, ce n'était pas quelqu'un de simple à cerner. Loin de là. Tout au long de sa vie, il a joué des rôles parfois complètement contradictoires, chef de guérilla, diplomate, homme d'État et même lauréat du prix Nobel. C'est cette complexité qui a à la fois dérouté ses ennemis et fasciné ses partisans. Derrière le nom que tout le monde connaît, Yasser Arafat, se cache une identité bien plus complexe. Son vrai nom, c'est Mohamed Abdel Raouf Arafat Al-Qudwa Al-Husseini. Assez ironiquement, son surnom Yasser veut dire « facile à vivre ». Sur le terrain, pour les combattants, il était Abou Ammar, son nom de guerre. Et puis, il y a ses titres officiels qui racontent toute son ascension. D'abord chef du Fatah, son mouvement, puis de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, ensuite premier président de l'autorité palestinienne, et enfin co-lauréat du prix Nobel de la paix. On passe maintenant à notre deuxième chapitre pour comprendre comment tout ça a commencé, la naissance du militant. Pour vraiment saisir le personnage d'Arafat, il faut revenir en arrière à ses origines, à ses années de formation qui ont vraiment forgé son identité politique et son engagement. Et là, on touche à la naissance du mythe Arafat. Son acte de naissance officiel atteste qu'il est né au Caire. Mais lui, il a toujours revendiqué être né à Jérusalem. Et ça, ce n'est pas qu'un détail biographique. Pas du tout. C'est un acte politique fondateur. En se présentant comme un natif de Jérusalem, il s'inscrivait directement dans les récits de l'expulsion de 1948. Il se forgeait une légitimité de victime et de combattant de la première heure. Et ça, c'était essentiel pour unifier le mouvement national derrière lui. Son éveil politique arrive très tôt. Dès 1946, il est fasciné par le nationalisme du grand mufti de Jérusalem. Mais c'est au Caire, pendant ses études d'ingénieur, qu'il passe vraiment à l'action. Comment ? En devenant président de l'Union générale des étudiants palestiniens. C'est son premier vrai terrain d'entraînement politique. Mais l'étape décisive, c'est en 1958 au Koweït. Avec d'autres militants, ils fondent Fatah. Et leur idée, c'est une rupture totale avec le passé. La libération de la Palestine, ce sera l'œuvre des Palestiniens eux-mêmes, et pas celle des États arabes voisins. On enchaîne avec notre troisième partie, de la lutte à la diplomatie. C'est vraiment la période où Arafat et son mouvement passent de l'ombre à la pleine lumière. Ils vont s'imposer comme des acteurs incontournables sur la scène internationale, d'abord par les armes et puis par la politique. On est en mars 1968. C'est la bataille de Karameh. D'un point de vue tactique, c'est un vrai désastre pour le Fatah. Leur base en Jordanie est détruite, les pertes sont très lourdes. Mais Arafat, qui est un maître de la communication politique, va transformer cette défaite militaire en une immense victoire symbolique. Le récit qu'il en fait est simple et super puissant. Pour la première fois, des combattants palestiniens ont résisté héroïquement à l'armée israélienne. Ce mythe fondateur va électriser la jeunesse palestinienne. Le prestige du Fatah explose et les volontaires affluent par milliers. Le point crucial, c'est que cette victoire politique de Karameh lui donne la légitimité qui lui manquait. Du coup, en 1969, à peine un an après la bataille, il prend la tête de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. L'OLP, à l'origine, avait été créée par les États arabes pour contrôler le mouvement palestinien. Mais maintenant, elle devient l'instrument d'Arafat. À partir de là, il est le leader incontesté de la cause palestinienne. Cette période, c'est aussi la plus sombre et la plus violente. Après avoir créé une sorte d'État dans l'État en Jordanie, l'OLP est expulsée après les affrontements sanglants de Septembre Noir en 1970. Arafat déplace alors son quartier général au Liban, qui devient la nouvelle base arrière pour les attaques contre Israël. C'est aussi à cette époque que le nom de l'OLP est associé au terrorisme international, surtout avec la prise d'otage tragique des athlètes israéliens aux Jeux de Munich en 1972. C'est mené par le groupe Septembre Noir, qui est une émanation du Fatah.
Arafat a toujours nié son implication directe, mais cette action a durablement sali l'image de son organisation. Et pourtant, c'est ce même homme qui va prendre un des virages diplomatiques les plus spectaculaires du siècle. Au début des années 90, après des décennies de guerre, des négociations secrètes commencent en Norvège. Elles aboutissent à un accord historique. L'OLP reconnaît le droit à l'existence d'Israël et en retour, Israël reconnaît l'OLP comme le représentant du peuple palestinien. La consécration de tout ça, c'est cette fameuse poignée de main sur la pelouse de la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Et l'année suivante, en 1994, Arafat, Rabin et Shimon Peres reçoivent ensemble le prix Nobel de la paix. Le combattant au fusil était devenu un homme de paix. Tout ça nous amène à notre 4e chapitre, le pouvoir et l'isolement. Après des décennies d'exil, Arafat peut enfin rentrer en Palestine. Mais le rêve de l'indépendance va vite se heurter à une réalité bien plus compliquée et aux immenses défis de la construction d'un État et de la paix. En 1994, il fait un retour triomphal à Gaza. 2 ans plus tard, des élections sont organisées. Et le résultat est sans appel. Arafat est élu premier président de l'autorité palestinienne avec plus de 87% des voix. C'est une légitimité populaire énorme pour mener à bien le processus de paix et bâtir les institutions d'un futur État. Mais la route va être semée d'embûches. D'un côté, le processus de paix est complètement torpillé. L'assassinat de son partenaire Yitzhak Rabin en 1995 par un extrémiste juif, c'est un coup terrible. Il y a aussi les vagues d'attentats suicides menés par les islamistes du Hamas qui refusent des accords. Et l'arrivée au pouvoir en Israël de gouvernements pas très chauds pour le compromis. Tout ça paralyse les négociations. Et de l'autre côté, sa propre façon de gouverner est de plus en plus critiquée. Des accusations de corruption, de népotisme, de violation des droits humains commencent à ternir son image, à l'international mais aussi auprès des Palestiniens eux-mêmes. Le point de rupture arrive à l'été 2000, au sommet de Camp David II. Sous la direction de Bill Clinton, Israéliens et Palestiniens tentent une dernière fois de trouver un accord final. Et c'est un échec total. Les deux camps se rejettent la faute. Les Israéliens et les Américains accusent Arafat d'avoir refusé une offre qu'ils qualifient de généreuse. Les Palestiniens, eux, estiment que les propositions ne répondaient pas à leurs exigences minimales, surtout sur Jérusalem et les réfugiés. Cet échec est suivi quelques semaines plus tard par le déclenchement de la seconde intifada, un soulèvement beaucoup plus violent que le premier. Et là, c'est le début de la fin pour Arafat. Son vieil ennemi Ariel Sharon arrive au pouvoir en Israël. Considéré comme responsable de la violence par les Israéliens et les Américains, Arafat est complètement mis sur la touche. L'armée israélienne encercle et assiège son quartier général, la Moukhata, à Ramallah. Il y vivra reclus pendant près de 3 ans. La pression internationale est telle qu'il est même obligé de nommer un premier ministre, Mahmoud Abbas, pour tenter de le contourner. Cet isolement, il ne s'arrêtera qu'à la toute fin, en octobre 2004, quand il est évacué d'urgence vers un hôpital en France, gravement malade. On arrive maintenant à notre dernière partie. Un héritage pour le moins controversé. La mort d'Arafat ne met pas du tout fin au débat qui l'entoure. Au contraire, elle ouvre de nouvelles questions, notamment sur sa fortune et sur les circonstances exactes de sa disparition. L'une des plus grandes ombres sur son héritage, c'est l'argent. Il avait une phrase « Qui n'a pas l'argent n'a pas le pouvoir ». Et il a géré les finances de l'OLP et de l'autorité palestinienne de manière très opaque, en mélangeant souvent sa fortune personnelle et les caisses du mouvement. Les estimations des fonds qui auraient été détournés, elles donnent le vertige. Le FMI parle de près de 900 millions de dollars, juste entre 1994 et 2000. Le magazine Forbes estimait sa fortune personnelle à 300 millions, et des officiels américains allaient jusqu'à avancer le chiffre d'1 milliard de dollars. L'autre grand mystère, c'est bien sûr la cause de sa mort. Officiellement, il est décédé à cause d'une infection généralisée. Mais très vite, la thèse de l'empoisonnement a commencé à circuler. Et elle a été relancée des années plus tard, en 2012, quand des analyses ont révélé des traces de polonium-210, une substance radioactive ultra toxique, sur ses effets personnels. Bon, pour en avoir le cœur net, sa dépouille a été exhumée pour être analysée par 3 équipes internationales d'experts. Et c'est là que le mystère s'épaissit encore plus. Les conclusions sont complètement contradictoires. L'équipe suisse estime que l'hypothèse de l'empoisonnement est cohérente avec leurs résultats. L'équipe russe, de son côté, l'exclut totalement et conclut à une mort naturelle. Et enfin, les experts français, qui étaient mandatés par la justice, concluent eux aussi à une mort naturelle à cause d'une infection. Face à ces contradictions, la justice française a fini par classer l'affaire en 2015. Mais le doute, lui, persiste. Alors, au final, que faut-il retenir de Yasser Arafat ? D'abord, sa complexité. C'était à la fois un révolutionnaire, un diplomate et un lauréat du prix Nobel. Ensuite, il a incarné pendant près d'un demi-siècle les espoirs et les contradictions de la cause palestinienne. Il restera l'artisan des accords d'Oslo, ce moment où la paix a semblé possible, et le fondateur de l'autorité palestinienne, qui est l'embryon d'un État. Mais son règne a aussi été marqué par l'échec du processus de paix, par un pouvoir autoritaire et par de lourdes accusations de corruption. C'est pour tout ça que son héritage, aujourd'hui encore, est au cœur des débats passionnés.
Finalement, la question reste entière, et elle résume toute l'ambiguïté du personnage. Yasser Arafat était-il un héros de la libération nationale, celui qui a mis la question palestinienne sur la carte du monde, ou bien un leader qui, par ses choix, ses refus et sa gouvernance, est devenu à la fin un obstacle à cette paix qu'il disait rechercher? C'est peut-être en acceptant qu'il était un peu des deux à la fois qu'on commence vraiment à comprendre la trajectoire de cet homme qui a marqué l'histoire.